Bon, ça y est, tu l'as. Hein? C'est la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, c'est là-bas. La loi d'Ohm, hein? Donc, alors, quel est le montage qu'il faudrait faire? Là? Hein? Bon, montage à 20, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous allez étudier? Quelles sont les variations que vous allez étudier? Vous allez étudier les variations de la tension en borne d'une résistance morte en fonction du courant qui traverse cette dernière. D'accord? Bon, alors, dessinez-moi le montage ici sur une feuille. Alors, vous allez dessiner un générateur qui distribue le courant. Ensuite, résistance variable milliampère-mètre du milliampère-mètre. Vous allez avoir votre résistance morte, puis vous fermez votre circuit en série. D'accord? Puis vous prenez aux bornes de la résistance morte, vous prenez un voltmètre. Alors donc, vous allez tracer, vous allez étudier, donc U en fonction de I. Alors vous écrivez U en fonction de I. Alors comment vous allez faire pour faire varier le courant? Ici. D'accord? Branchez votre générateur. Alors, en fermant le circuit, on voit les deux déviations. Variation de 2, vous voyez là. Alors, variation. Alors, en changeant notre résistance, nous allons voir plus avant. Et ici la déviation est très importante. Ça dépasse même de... Donc il faudrait changer de palier. Donc, vous voyez, même avec le 30, ça dépasse. Donc, voilà. Revenir à 10 et revenir ici à 1. Et vous tracez comme ça votre droite. D'accord? Alors vous prenez le premier point, puis le deuxième, puis les... D'accord? Bon. Ensuite, on va passer à la charge et la décharge. Bon, alors, quel est le... dessiner le montage ici? Rapidement. Donc, charge et titre, charge et décharge d'un condensateur. Bon. Maintenant, il faut dessiner le schéma. Alors, vous avez un condensateur que vous allez brancher. Hein? Vous avez un générateur qui va faire quoi au condensateur? Il va le charger. Hein? Alors, l'armature qui est reliée au pôle positif, elle sera chargée positivement. Et l'armature qui est reliée au pôle négatif, elle sera chargée négativement. Bon, alors on peut voir la charge et la décharge d'un courant dans un milliampère. Et on peut la voir aussi dans une lampe. D'accord? Alors c'est ce circuit-là que vous avez fait. Alors maintenant nous avons un commutateur. Tantôt il charge le condensateur, tantôt il le décharge. Alors sur quelle position il va le charger? Comme ça il va le charger ou il va le décharger? Comme ça il va le décharger. Donc il faut le charger comme ça. Alors qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le courant, l'aiguille du milliampère divise et puis revient à 0. Hein? Ça serait pendant un temps très court. Alors que la différence de potentiel aux bornes du condensateur, elle augmente puis elle reste constante. Ça veut dire que le condensateur est chargé et que la tension borne du condensateur est égale à la valeur qu'on lit sur le voltmètre. Bon, ça c'est pour la charge. Pour la décharge, quand on va le décharger, on voit que les lampes s'allument et que ici l'aiguille dévie dans l'autre sens et que le voltmètre revient à 0. On va voir si ça marche.
Alors, vous voyez là? Voilà. On le recharge encore. Alors, on le recharge. Voilà. On le décharge. Hop. On le charge. On voit un petit courant, on le décharge. Vous voyez? Dans les deux sens, il y a passage donc de courant. Ça va? Bon, maintenant, je voudrais l'interprétation théorique. Hein? Alors ici, nous avons un TP d'acidité. Donc nous avons un TP de cette TP de chimie, c'est quoi? C'est l'acidité. Et alors, il consiste à quoi ce TP? Petit silence. Il consiste à quoi ce TP? Alors c'est le dosage acido-basique. Bon, alors on a pris comme solution de référence, qu'est-ce qu'on a pris comme solution de référence? C'est une base, c'est NaOH. On connaît sa normalité et on connaît le volume qu'on doit verser ici. Bon, et on a pris comme acide HCl, l'acide chlorhydrique, dont la normalité est inconnue. On ne la connaît pas. On doit la calculer à partir du dosage. Alors au point d'équivalent, qu'est-ce qu'on va voir? On met le bleu de bromokimol ici, et au point d'équivalence, on va lire le volume qu'on a versé ici, et on va appliquer donc quelle formule? NaVA égale V. Alors vous commencez à verser là. Pourquoi déjà? Vous avez la normalité, la valeur de la normalité de NaOH. C'est 0,1 mol par litre. Vous avez le volume ceci et le volume de l'acide. C'est 10 cc, 10 cm. Il vous reste ici un conduit. Hein? Alors vous versez, vous commencez à verser, et quand vous arrivez au point d'équivalence, vous allez remonter ça. Alors vous versez jusqu'à 9. Vous commencez à verser, on va centimètre par centimètre, centimètre cube par centimètre cube, jusqu'à 10, 9. Alors jusqu'à 10, à ce moment-là, vous allez verser goutte par goutte. D'accord? D'accord? Allez-y. Alors ici, c'est le même dosage. Hein? Ici, c'est le même TP. Mais ici, nous avons 4 TP. Hein? Alors, c'est aussi dosage acido-basique, mais l'acide est différent. Ici, c'est H1O3. C'est le même dosage. Alors, c'est le même dosage. Bon, alors ici, c'est H1O3, et ici, c'est HCl comme dosage. Hein? Alors, donc, HCl, vous commencez à manipuler. Alors, vous le montrez quand il y a variation de couleur. Hein? La couleur change. Récupérez ce... Alors, comment dériver sur c'est le même. Vous voyez donc changement de couleur. Alors, ici vous êtes en milieu basique, vous avez dépassé votre point d'équivalence. Vous voyez? Alors donc il faut refaire un deuxième essai. Hein, pour récupérer exactement le point d'équivalence. Schéma en courant de dérivation. Alors vous avez deux résistances là, deux résistances qui sont en parallèle. On prend ici comme résistance 2 lampes, de 24, et on a branché sur 12. On est branché sur 12 volts. D'accord? Bon,
Alors, qu'est-ce qu'on va vérifier? On va vérifier que le montage parallèle est conservé. La différence de potentiel au banc des deux est conservée, elle est la même. Et on va ensuite vérifier que le courant délivré par le générateur se divise dans les deux branches. Et que les courants qui passent dans les deux branches sont égales à la somme de ces deux courants est égale au courant principal. D'accord? Alors, égal au courant principal. D'accord? Bon, alors courant principal. Donc on a mis 2 voltmètres. Les 2 voltmètres, on voit ici la même déviation. Vous voyez que la même déviation ici. On a mis un au banc de la première lampe, un au banc de la deuxième, et vous voyez la même déviation. La même déviation. La même aiguille. Oui. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va vérifier? On va vérifier que le courant principal est égal à la somme des autres courants. Alors il faut faire l'autre montage. D'accord? Alors les résistances ici, ce sont des lampes. Et on met 2 voltmètres. Un là et un là. Ici nous avons un. D'accord? Bon, alors ici c'est le TP c'est la loi de Joule. Bon, alors la loi de Joule, c'est un transfert de quoi? C'est un transfert d'énergie. On va démontrer que ce transfert d'énergie électrique en énergie calorifique ou en chaleur, si vous voulez, se fait par l'intermédiaire d'une équation mathématique qui est quoi? Alors Q, qui est la chaleur, Q égale MC. Delta θ égale RI2 T. Alors on va étudier d'abord. Qu'est-ce qu'on va étudier comme cours? Comme variation. Alors on fait varier quoi? On fait varier delta θ. Et on fait varier, et donc ça serait l'étude des variations de l'élévation de température en fonction du temps. Puis, connaissant la chaleur massive du pétrole, on met du pétrole, sa masse, connaissant sa masse volumique, ça densité si vous voulez, on peut calculer, donc Q, on peut tracer Q en fonction de T. Et on démontre quoi? Que Q est proportionnel à T. Bon, dans ce TP-là, R et I sont constants. Alors le deuxième TP là, qu'est-ce qu'ils vont faire eux? Ils vont faire varier le courant à l'aide de quoi? À l'aide d'un rhéostat. Ils peuvent relever leur valeur sur 1 milliampère-mètre. Donc, ils peuvent tracer, étudier les variations dans Q en fonction de... Les variations Q en fonction de quoi? I carré. Si vous étudiez Q en fonction de I, qu'est-ce que vous allez trouver comme cours? Alors, qu'est-ce que vous allez... Voici ici un petit rhéostat qu'on a emprunté, manque de matériel. Voici votre calorimètre, le voilà. Alors le calorimètre, il est formé de 3 résistances. Alors une résistance de 1 ohm, l'autre de 2 ohms, et la troisième de 3 ohms. 1 milliampère-mètre, un rhéostat que nous avons fabriqué au labo, avec l'agent de labo, M. Hadj. Bon, les variations de Q en fonction de I. Qu'est-ce qu'on va trouver comme courbe? De tracer de la courbe, ça serait quoi? Ça serait une barre, bon, d'accord? Donc il faudrait tracer Q en fonction de I carré pour trouver une droite. Une droite, c'est facile à étudier. On connaissait son équation, c'est très facile. Donc on peut déterminer, la constante. Et alors la constante, ça serait, dans ce cas, RT. Alors, dans votre cas, la constante, ça serait quoi? Ça serait RI2 carré. Oui. Et dans leur cas, RT. RT. Et dans le troisième cas, qu'on ne peut pas faire, on n'a pas de matériel encore. Donc ça, on va étudier en fonction de R. On fait varier la résistance du calorimètre. D'accord? Bon alors, ils sont en train de relever les valeurs de l'élévation de température. La première valeur, ils ont trouvé... Alors les autres, ils ont l'élévation de température en fonction de I carré. Donc première valeur 0,36, deuxième, deuxième, ils n'ont pas encore relevé la deuxième valeur. Alors vous avez pris combien d'intervalles de temps?
10 minutes, 10 minutes. Ils ont pris 10 minutes. Tous les 10 minutes, on va en relever. Et voilà. Votre milliampère-mètre ici, vous avez votre résistance là. Alors ensuite, le deuxième, vous allez le placer ici. Vous aurez ceci. Ensuite, alors vous allez placer le troisième milliampère-mètre ici. Alors, silence. Alors ce milliampère-mètre va vous indiquer grand I, celui-là petit I1 et celui-là petit I2. Alors, qu'est-ce que vous allez vérifier expérimentalement? Que grand I est égal à I1 plus I2. D'accord? Alors vous placez votre milliampère-mètre ici, l'autre là et l'autre ici. D'accord? Alors en série. En série avec la résistance, et non pas en parallèle, attention. Hein. Voilà votre schéma que vous allez faire. Voilà votre schéma, attention. Vous allez faire ce schéma-là. Voilà. Vous avez votre générateur maintenant, c'est la loi qui fait varier le courant. Bon, prenez votre générateur ici, il n'est pas ici. Bon, ensuite vous aurez quoi? Alors vous allez étudier quoi? Vous allez étudier les variations, 1 milliampère-mètre là. Vous allez étudier les variations au banc de générateur, vous allez mettre votre voltmètre ici. D'accord? Et puis un commutateur si vous voulez. D'accord? Alors un commutateur ici. Et donc vous allez étudier les variations de la différence de potentiel U au bornes du générateur en fonction de quoi? En fonction de U. Et par extrapolation, vous allez déterminer quoi? La résistance interne du générateur. D'accord? C'est bon. Montrer le deux phases. Ici, c'est le stock qui nous permet de faire varier la tension maximum qu'il peut supporter, c'est 12 watts. كيفاش عاود 24 degrés. L'élévation de température 24 degrés et le courant 1. C'est Ikari. On trace notre courbe en fonction de Ikari. Très bien. Concernant la loi du Joule, on a recueilli qu'une seule valeur. Et nous sommes en train d'attendre les autres résultats. La température initiale était de 18 et au bout de 5 minutes, elle a augmenté, elle est montée jusqu'à 20 degrés. Et nous sommes en train d'étudier l'énergie calorifique en fonction de
la variation du temps. Et ce machin-là, c'est quoi? C'est le calorimètre. Ça, c'est le calorimètre. Oui. Un ampèremètre, un rhéostat et un générateur. Attendez que je filme ce rhéostat là. Ce rhéostat que vous avez fabriqué vous-même? Il a été fabriqué au laboratoire par M. El Hadj. Là. Nous avons un ampèremètre, que ce soit on peut varier l'intensité du courant. Et on a un caloromètre. Mais comment faites-vous varier l'intensité du courant? Grâce à quoi? Grâce au rhéostat. Oui, ce rhéostat. Voilà. Tu vois? D'accord. Un caloromètre qui contient du pétrole, 500 grammes. Un thermomètre. Oui. Un agitateur. Hein? Vous avez les trois. Un générateur de vient le courant. Oui, orientez-le par là. Voilà le pôle positif, le pôle négatif. Monsieur, on appelle le pétrole parce qu'on connaît son capacité et la masse. Ah, bon, pouvez-vous l'indiquer? La capacité et la masse, pouvez-vous les indiquer pour le pétrole? Oui, 500 grammes. Sans connaître. La masse. La masse, le volume en là, c'est 500 centimètres cubes et la capacité calorifique du pétrole en là aussi. Elle est de combien? Elle est inconnue. Ah, mais si elle est inconnue, vous ne l'avez pas alors? Non, là, mais il calculer. faut qu'elle soit connue, mais nous, on ne sait pas sa valeur. Le prof la connaît. Bien. Expliquez-nous un peu de quoi il retourne. Ils nous ont donné la normalité glaciaire est égale à 0,1, ainsi que le volume qui est égal à 11,6 est égal à 10. Et après le dosage de acier dans un wash, on a pu savoir que le volume de un wash est égal à 11,6. Et puisque A par B est égal à 1B par BB, on a tiré BB, 1B est égal à 1A par BA sur VB. Est égal à 0,1 par 11,6 sur 10. C'est égal à 0,116 cm. On a comme matériel une bûchette, une buvette, un cul, attends. On a pris comme acide H1O3 et comme base en awash. Électromotrice. Ensuite, Ici, ils vont vérifier que le courant principal est égal à la somme des courants qui passent dans les deux branches. Alors vous voyez ici, vous avez les 3 milliampères-mètres. Alors disposés de cette façon-ci. Alors ils sont disposés comme ça, les milliampères-mètres. Un ici, un là et un ici. Alors on va voir que la déviation sur celui-là est égale à la somme de ces deux-là. Alors on va voir là, montrez-nous. Voilà. Vous voyez là? La déviation de... Alors, la déviation de celui-là, vous voyez, la déviation est nette. Elle est plus grande. C'est égal à la somme. Et 1 plus et 2 est égal à la somme de droite. D'accord? Ce montage, c'est pour déterminer la force électromotrice et la résistance interne. On a placé le voltmètre en parallèle avec le générateur.
Donc, on va parler un petit peu de la structure de la matière. Là, c'est l'initiation à la physique moderne, c'est la structure des atomes et des protons. Alors ici, j'ai un dessin là, c'est le dessin de l'accélérateur de particules de Genève, qu'on appelle le synchrotron. Alors c'est la mise en évidence de l'existence de l'atome. Alors vous voyez que cet accélérateur, il est formé d'anneaux. Alors c'est un demi-anneau ici, un demi-anneau ici. Et dans les anneaux-là, il y a des aimants, de plus en plus grands, des aimants. Alors qu'est-ce qu'ils font ces aimants-là? Ils vont accélérer davantage le faisceau de particules qui vient de la source d'émission des microparticules. Alors ils vont l'accélérer davantage. Alors quand il sort ici, dans la zone qu'on appelle la zone d'interaction de choc, gaz, dans cette zone, les chocs sont très intenses. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Si la particule est discontinue, ils vont la casser. Et elle nous permet ici de voir par l'ionisation des gaz, on peut voir la trajectoire des particules, des interactions. Et les atomistes, les savants atomistes, ils savent interpréter ces photos-là. Et ils savent donc, à partir de ces photos-là, s'il y a naissance ou non de nouvelles particules. Alors ces photos-là, je les ai ici. Alors, je vais vous montrer une là. Alors par exemple ici, on a fait une étude là. Bon, alors ça c'est la photo d'interaction des protons. Alors bien sûr les savants atomistes savent interpréter ça. Ils savent donc s'il y a naissance ou non de nouvelles particules. Il s'avère qu'il y a naissance de nouvelles particules qui sont ici sur la photo. Alors il y a le neutrino, le méson, alors vous voyez le proton. Alors le proton, lui regardez, il est construit de plusieurs particules. Et même les particules qui sont à l'intérieur du proton, eux-mêmes, sont constituées d'autres particules. Et ainsi de suite. Alors, la plus petite qui est la molécule d'hydrogène, c'est la molécule d'hydrogène, vous le voyez ici. J'en ai une seule. Bon. Voici une autre molécule qui est la molécule d'oxygène. Vous voyez, elle est rouge. Puis, la combinaison des deux molécules va me donner plusieurs molécules d'eau. Vous voyez? Alors, l'angle formé entre les deux atomes d'hydrogène. Bon, ensuite, en passant à la chimie organique, nous avons le méthane, c'est H4. Le méthane que nous avons chez nous, là, c'est H4. Voici la molécule du méthane, c'est H4. Elle a une structure tétravalence du carbone, un tétraédrine. Bon, ensuite ici, vous avez une molécule plus compliquée. Alors, c'est la molécule du benzène, c'est un cycle. Vous voyez? Vous voyez ici une molécule du benzène. La formule fondamentale de la physique. I égale RI, P égale UI, etc. D'accord? Bon, alors on passe ensuite à la chimie là. Alors vous avez la théorie des orbitales moléculaires, c'est-à-dire la probabilité de présence d'un doublet électronique autour du noyau. Alors, aussi c'est de la chimie théorique, c'est la chimie moderne. C'est à l'aide d'un formalisme mathématique très puissant qu'on peut démontrer ce truc-là. Bon, ensuite vous avez la chimie organique. Alors vous avez les deux structures du benzène. Vous avez ici par exemple la structure chaise. Vous avez aussi la structure bateau. Alors, bon, ici ensuite vous avez plusieurs isomères. Ensuite ici nous avons on a essayé d'établir un isomorphisme. Isomorphisme, ça veut dire même structure entre la matière inerte et la matière vivante. C'est les microparticules. Alors, première équation trouvée par Newton, deuxième par Einstein et la dernière par Schrödinger. Alors, vous avez les opérateurs, c'est des formules mathématiques. Ensuite, ici, c'est la physique atomique et la physique moléculaire. Alors, cette physique, la physique atomique et moléculaire, physique atomique et physique nucléaire, elle nous permet d'étudier, par exemple, les couches. Pourquoi l'atome est formé de plusieurs couches. Alors, à l'aide de l'énergie cinétique, etc., la mécanique classique,
Et la mécanique moderne, la mécanique quantique que nous allons voir tout à l'heure là, elle peut donc nous donner les structures, combien par exemple pour l'atome, il existe combien de couches pour l'atome d'hydrogène? Une seule couche ici. Donc un seul électron, etc., etc. Et puis ici, vous avez donc la nouvelle mécanique, la mécanique moderne, qui peut expliquer tous les phénomènes des interactions atomiques, moléculaires et protoniques. Alors, donc vous avez un formalisme mathématique, vous avez un autre espace, hein, on étudie ça dans l'espace hilbertien, on appelle l'espace hilbertien. Vous avez l'équation de M. Schrödinger, puis l'opérateur d'évolution de la représentation de Schrödinger, et ensuite vous avez ici votre équation d'Heisenberg. C'est un savant physicien allemand, la dernière. Alors, elle résume toutes les interactions. Bon, ensuite, on a une photo là de la chimie expérimentale. Hein. Et puis ici, nous avons le professeur en classe. Alors, le professeur en classe, qu'est-ce qu'il dit le professeur ici? Je vais dire là, bon, structure de la matière, le monde des microparticules. Il est en train de faire les intégrales, il y a un élève là qui dit, qu'est-ce qu'il raconte celui-là avec ses porte-manteaux? Bon, le professeur dit, vous avez compris? Eh ben, les élèves, bon, et ensuite il dit, supposons que vous avez compris, je continue. Et vous avez ici une fille, elle dit, je ne suis pas faite pour les mathématiques.